Bonjour tout le monde, c'est le retour du format des trésors cachés. Ce format où on avait déjà étudié ces petits trésors oubliés des années 80-90, ces films qui ont probablement déjà croisé votre route, voire même bercé votre jeunesse, mais que notre cerveau a un peu mis de côté. Et si les années 80 et 90, ils ont eu quand même leur lot de films cultes, mais aussi de petites pépites oubliées, les années 2000, c'est pas en reste. Les années 2000, c'est la décennie de tous les possibles. C'est la décennie des Harry Potter, Seigneur des Anneaux, Pirates des Caraïbes, Avatar. Donc voilà, des grands films connus de tous, il y en a beaucoup. Mais il y a aussi eu pas mal de petits films un peu moins connus qui méritent d'être découverts ou redécouverts. Dans cette vidéo, j'ai sélectionné 5 films qui ont vraiment, j'ai grandi avec. Vous savez que je suis né en 94, donc c'est vraiment avec les années 90-2000 que je suis rentré dans le cinéma. Et la décennie 2000, c'est une année très chère à mes yeux. C'est là où mes goûts sont un petit peu affirmés. Et du coup, bref, tous ces films avec lesquels j'ai grandi, je les ai revus pour cette vidéo avec mon regard actuel. Ça a été une bonne expérience. C'est parti pour ces trésors cachés des années 2000. Mais avant tout, vous le savez, entre le taf et la vie perso, je navigue souvent entre la France et l'Espagne. L'occasion pour moi de maudire ce choix d'avoir pris allemand LV2 au collège, pour 10 ans après ne savoir dire que ich bin ein Kartoffel. Bref, je parlais pas un mot d'espagnol. Et le partenaire de cette vidéo, Rosetta Stone, m'a bien aidé à m'immerger dans cette langue magnifique par des outils qui sont hyper intuitifs. Idéal aussi pour regarder des films espagnols en VO par exemple, ou même pouvoir te reposer sur les sous-titres espagnols en regardant des films américains au ciné en Espagne. Et je sais que sur Intercut, vous êtes nombreux à privilégier la VO, et du coup que les films soient anglais, espagnol, allemand, etc., savoir manier la langue est vraiment toujours un plus pour les sous-titres. Mais du coup, bref, concrètement, Rosetta Stone, qu'est-ce que c'est ? C'est des leçons que tu peux faire chez toi, à ton rythme, et qui te proposent plusieurs façons de t'immerger dans la langue que tu veux apprendre. Tu commences doucement en fonction de ton niveau, et peu à peu, l'application va te plonger dans des situations du quotidien, donc que tu vas retenir, ce qui fait que t'as pas besoin de te farcir des listes de mots, de vocabulaire à apprendre par cœur. Ça se fait de manière très intuitive, en parlant ou en associant des phrases à des images et des situations du monde réel. Et puis voilà, t'as aussi la reconnaissance vocale pour t'assurer que tu prononces bien. Bref, les exercices sont très variés et surtout très très efficaces. Et je parle de l'espagnol spécifiquement pour moi, mais il y a énormément d'autres langues. Ce qui me fait penser que je devrais peut-être apprendre le chinois pour répondre à certains de vos commentaires. Vidéo encore bien pourrie, la seule chose intéressante dans cette chaîne, c'est l'évolution de la calvitie du gars. Et les amis de Rosetta Stone ont donc un cadeau pour vous. Une remise exclusive de 60% pour l'abonnement Lifetime, qui revient donc à 149€ et qui te donne accès à 25 langues que tu vas pouvoir apprendre à ton rythme. Attention, c'est seulement valable jusqu'au 31 janvier. Après ça, la promo repasse à 50%. Je vous conseille donc de vous décider rapidement. Voilà, merci beaucoup à eux. Nous, on se replonge dans la vidéo. Et pour commencer, alors, ça a été un des films les plus marquants de ma préadolescence. Et je me souviens que j'avais été directement attiré par l'affiche. En même temps, il y avait tout ce que tu veux. L'affiche, elle annonce fièrement par les producteurs de Requiem for a Dream. Il y a une tagline qui est une comédie trash. Je veux dire, voilà, tu vois, genre t'as 13 balais, t'as 13 piges, t'es content, t'as pas besoin de plus. C'est le combo parfait. Et bref, ce film, il repose sur un mélange des genres qui fonctionne encore très bien aujourd'hui. Ce film, il s'appelle 11h14. C'est un film réalisé par le jeune Greg Marks, qui n'a jamais vraiment percé par la suite, et c'est quand même bien dommage. Et 11h14, c'est un film assez particulier. On va suivre plusieurs personnes qui sont liées tout ensemble sans le savoir par un accident de voiture mortel qui s'est déroulé une nuit à 11h14. Et en gros, le film est divisé en 5 parties durant laquelle on va suivre à chaque fois un personnage différent et où on va avoir seulement le point de vue de ce personnage. Et chaque point de vue va du coup compléter celui des parties précédentes jusqu'à enfin créer une histoire complète, une histoire tortueuse, une histoire un petit peu labyrinthique, complexe, et qui va du coup nous faire comprendre pourquoi cet accident de voiture, ce qu'il implique, d'où il sort, etc. Du coup, tu vois, c'est quand même presque un film à sketch, c'est presque une succession de courts-métrages bien distincts, puisque les situations initiales de chacun des personnages semblent, sur le papier en tout cas, ne pas avoir grand-chose à voir avec l'accident, quoi. Jusqu'à ce que le film, à force de
petits détails, d'indices, va nous faire comprendre où tout ça va nous mener. Et clairement, 11h14 va très bien exploiter son concept, et surtout, il va mélanger très habilement la pure comédie, le film d'enquête, le thriller et l'humour noir, et ça, il va le faire d'une bien belle façon. If you hadn't been so worried about your paint job, my penis would be in my pants right now and not my fucking hand! Et il y a vraiment beaucoup de qualité dans 11h14. Et parmi elles, il y a le fait que le film s'autorise une espèce de légèreté et de générosité qui est un petit peu typique des films de cette époque, j'ai envie de dire. Ça s'autorise beaucoup de choses, c'est drôle, c'est sans prétention, c'est très très rythmé. Il y a vraiment énormément de retournements de situation et il y a beaucoup d'action. C'est pas mal gore aussi d'ailleurs, hein. Franchement, à mon âge, bizarre que je me sois retrouvé là-dedans. Et dans ce genre de film, moi j'ai tout le temps peur d'un truc, c'est qu'il y a des passages un petit peu en dessous, tu vois. Et là, non, parce que chaque personnage est très bien écrit, très bien interprété, et du coup, chaque nouveau regard est intéressant et fait bien évoluer le récit. Et ça, c'est pas mal, parce que du coup, 11h14, il parvient à éviter un côté film à concept sans rien derrière. Franchement, par son second degré, par son humour noir dans les situations, parce qu'en vrai, attention, on parle quand même d'un accident mortel. L'histoire en elle-même, quand tu regardes, elle est quand même assez glauque, mais en fait, les situations qui vont être décrites par le film vont aller tellement loin que t'es obligé d'en rire. Et ça, le film le veut, il en a conscience, il s'amuse avec toi, et non, là-dessus, il est très ludique. Will you fucking cut it out? Look, you get it all over my fucking car! Thank you! Thank you! Thank you! Franchement, c'est surprenant de faire preuve d'autant de maîtrise dans l'écriture, surtout avec un projet aussi casse-gueule, hein. Et puis alors, le film peut compter sur une belle photographie et surtout sur une magnifique BO qui est signée Clint Mansell, qui est un des compositeurs que je préfère en fait, qui est un des compositeurs que j'admire énormément, et qui ici s'est bien donné, hein, Clint Mansell, hein, parce qu'il y a des grandes envolées lyriques qui sont presque ironiques en fait, et qui renforcent le ton décalé du film, ce qui fait que parfois on se surprend juste à sourire à cause de la musique et de comment elle est placée. C'est quand même assez rare ça. Et non, franchement, avec cette espèce de galerie de personnages infernale, franchement, le revisionnage de 11h14, ça a été un bon moment, ça a été très bénéfique, et c'est un film que je conseille à tout le monde. God damn it, I can't fucking do it! It's the worst idea you ever had! Ok, alors deuxième film, un de mes premiers films d'horreur au cinéma, celui-là. Hein. Et à l'époque, le gros argument marketing, c'était que c'était un film d'horreur français. Enfin, on parlait du fait que c'était un film d'horreur français, j'avais l'impression qu'il n'y en a jamais eu avant. Est-ce que vous vous souvenez de Il ? C'est un film que je pense qu'on est un petit peu nombreux à avoir un petit peu oublié, et moi à l'époque il m'avait quand même foutu une sacrée trouille, hein. C'est un film qui raconte l'histoire d'un couple trentenaire de Français qui habite en Roumanie. Écoutez, tout va bien pour eux, ils s'aiment, ils font l'amour sur le sol, ouaf, jusque là rien à signaler, tout va bien. Sauf qu'un soir d'orage, tout va basculer. Il y a une présence étrange, il y a quelqu'un qui est là, le couple n'est pas seul dans la maison. Voilà, donc il se démarque pas forcément par l'originalité de son pitch de base, vous remarquez bien. On est vraiment en terrain connu du film d'horreur. Mais bon, la vraie question, c'est est-ce qu'il y a besoin forcément d'être original quand on maîtrise son sujet ? Pas forcément, hein. Moi je pense pas, et franchement, il va le prouver. Je sais pas si c'est parce que maintenant, c'est une structure à laquelle on est très très habitué, ou c'est peut-être parce que maintenant j'ai plus de références, sans doute, mais du coup, en fait, c'est un film qui me fait qui semble presque revendiquer le droit d'être un film d'horreur classique, à l'ancienne, simple, efficace, jusqu'à sa durée d'1h20 qui est idéale en vrai. C'est parfait pour t'amener dans une espèce de grand 8 d'horreur. C'est pas un film qui prétend réinventer la poudre, et je trouve que c'est peut-être sa force en fait, parce que l'histoire est crédible, très crédible même. C'est la grande force du film, parce que c'est de son concept que va venir l'angoisse. T'as pas de fantômes, pas de surnaturel, c'est clairement une histoire qui est déjà arrivée à des vrais gens dans la vraie vie, et c'est une histoire qui pourrait arriver à toi un jour ou l'autre, hein. T'as une mise en scène simple, qui est pas tape à l'œil, qui va à l'essentiel, malgré une photographie qui est très contrastée, peut-être un peu trop même, un peu typique des films d'horreur des années 2000, et le film à proprement parler n'est pas vraiment terrifiant en fait. Il repose plutôt sur une espèce de suspense bien géré, sur une grosse
grosse tension par contre qui va crescendo et sur un petit penchant sadique et cruel qui fait plaisir en fait, qui surprend. Il, c'est pas un monument, c'est un petit film d'horreur d'1h15 comme ça, qui a pas vraiment d'autre ambition que de te faire flipper une soirée, mais voilà, qui est réussi, qui prend pas pour un con. Et je me souviens qu'à l'époque, sans spoiler, hein, l'origine de la menace, ça m'avait quand même foutu quelques nuits blanches. C'est une menace très très concrète, très très tangible, très très réaliste. Donc ouais, il a complètement sa place ici, je voulais en parler, c'est vraiment un bon petit film. Ok, alors troisième film, les amis, ce troisième film, je l'adore en fait. Je l'adorais en étant pré-ado, je l'adore encore aujourd'hui. C'est vraiment une petite merveille qui est trop méconnue et ça m'étonne. J'arrive pas à comprendre comment un film pareil peut ne pas avoir à ce point marqué son époque parce qu'il le mérite. Et c'est un film d'animation, les amis, on n'en a pas parlé ici. Je vais vous parler de Nocturna. Nocturna, c'est une coproduction franco-espagnole et je pense que quand je vais vous lire le pitch, vous allez directement penser à du Tim Burton, mais Tim Burton de la grande époque. Hein. On va suivre Tim, qui est du coup un jeune orphelin qui est terrifié par l'obscurité et qui passe ses nuits dans l'orphelinat à scruter les étoiles. Il a son étoile favorite, mais sauf qu'une nuit, il la voit tomber et disparaître. Il va se pencher pour voir où elle est tombée, il va glisser du toit de l'orphelinat et il se voit secouru par un espèce d'étrange berger qui a une horde de chats derrière lui. Il est tombé dans le monde étrange de Nocturna. Un monde où règne une multitude de créatures qui vivent la nuit. Et du coup, pour Tim, qui je rappelle a peur du noir, ce monde sera l'occasion d'une quête où il va rencontrer des amis, des ennemis, et où il devra se confronter à ses peurs nocturnes. Bon, c'est prometteur comme pitch, hein. En vrai, quand tu regardes, d'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait un lien qui avait été fait, j'ai vu ça en lisant quelques critiques sur le film. Les thématiques sont un peu les mêmes que Monstres et compagnie, en fait. Donc, tu regardes un peu Monstres et compagnie, qui aurait été réalisé par Tim Burton, mais le grand Tim Burton, ça donne ça. C'est plutôt prometteur. Et alors, si tu rajoutes à ça une patte graphique et un traitement des thèmes qui est vraiment très très malin, tu as un superbe film. Le film, il est vraiment d'une grande poésie, quoi. Il est plein de détails, il est plein de tendresse, il ferme jamais les yeux sur l'importance et l'universalité de ces thèmes. Et l'univers de Nocturna, ce sera l'occasion d'explorer donc les peurs infantiles, les croyances, l'origine aussi des phobies nocturnes, et des thématiques qui vont être explorées avec une espèce de petite de douceur, de tendresse, sans brusquer nos personnages, mais sans être niais pour autant. Et franchement, les personnages sont attachants, ils veulent majoritairement le bien du héros, et de prendre un aspect très conte initiatique, fantastique, c'était ce qu'il fallait faire avec une telle histoire, je pense. Les respirations poétiques, elles sont nombreuses, elles apportent encore plus de crédibilité à l'univers, et puis voilà quoi, franchement, vous voyez la direction artistique fabuleuse, vous voyez ces espèces de jeux de lumière, ces contrastes, cette animation 2D, la qualité des décors et des arrière-plans, franchement, c'est un film qu'on suit avec vraiment émerveillement, quoi. C'est juste, si je veux chipoter, dommage que le film, dans son dernier tiers, ait un petit creux, un petit moment un peu plus mou que le reste, chose qui est de toute façon très rattrapée par une fin qui est vraiment vraiment belle. Et vraiment, Nocturna, c'est un de mes grands films d'animation. Je comprends pas comment on peut aussi peu le citer et comment on peut l'avoir oublié si rapidement. J'espère que vous allez le regarder. De toute façon, si vous le regardez, dites-moi en commentaire, vous savez que je lis tous les commentaires, je serais ravi de voir ce que vous en pensez. Nocturna, c'est une pépite. Tobermory, j'aurais dû m'en douter. Je peux savoir pourquoi ce petit ne dort pas? Tu faisais la sieste comme d'habitude, tu ne pourrais pas faire ton travail correctement pour une fois? Ok, alors quatrième film, je sais pas si vous le savez, mais moi j'aime énormément les films avec des animaux. Quand j'étais gamin, je me prenais gavé de documentaires animaliers, et même les documentaires au cinéma, genre Le Peuple Migrateur. Et il y avait aussi les films de fiction qui introduisaient des animaux comme l'ours, qui m'a foutu pas mal de grosses nuits blanches avec la scène du rêve. Vous voyez la scène du cauchemar des grenouilles dans l'ours, terrifiant. Ou même le film Les Deux Frères de Jean-Jacques Hano avec les tigres adorables. Mais il y a un film que j'ai découvert au cinéma quand j'avais 10 balais et qui m'avait à l'époque ému comme jamais, c'était Le Dernier Trappeur. Le film, il se déroule dans les tréfonds des montagnes rocheuses du Canada, en haute altitude, où on suit Norman. Faux!
Non, pas lui, pas le youtubeur, ce serait bizarre. On suit Norman, qui est un trappeur vivant de la manière la plus solitaire et traditionnelle possible, avec ses chiens, avec ses chevaux, avec sa femme, et ensemble, ils vivent vraiment, déconnectés de la société moderne, en totale autarcie, et le dernier trappeur va filmer ça, presque, complètement, même d'ailleurs en mode documentaire, puisque voilà, par exemple, Norman va jouer son propre rôle, et que le cinéaste va complètement s'effacer derrière la vie de Norman, et puis en vrai, très honnêtement, c'est ce qu'il fallait faire. De toute façon, quand t'as un tel cadre, de tel décor, un tel matériau de base, franchement, mieux vaut t'effacer que de chercher à créer des effets de mise en scène tape à l'œil. Et du coup, toutes ces qualités, les décors, les plans assez spectaculaires dans les rocheuses canadiennes, ça rend le dernier trappeur très plaisant à regarder, même si il est peut-être un peu plus imparfait que tous les films animaliers que j'ai cités auparavant. Alors, Richard. J'avais plus trop de souvenirs du dernier trappeur, et en le revoyant, le film est quand même assez monotone. Hein. Bon, après, c'est cohérent avec ce qu'il raconte, on n'allait pas s'attendre à un Mad Max, tu vois, on s'attendait pas à 1000 péripéties. Mais en fait, le personnage de Norman, je le trouve, c'est peu sympathique. Je trouve qu'il a tendance à surjouer un peu son rôle de grand gardien de la nature, et surtout que tu peux laisser tomber la subtilité. Mais ça, au pire, c'est pas grave, c'est le jeu. Mais je veux dire, il y a vraiment, la nature qui est parfaite, sublime, une grande force merveilleuse, et la ville qui est perverse, dégueulasse, remplie d'ivrognes, de jeux d'argent et d'alcool. Alors après, il y a de l'émotion, hein, notamment dans l'histoire de ce chien et de ce trappeur qui apprennent à se connaître, qui apprennent à survivre ensemble. Il y a des paysages évidemment sublimes, une musique atmosphérique très douce, et en soi, le visionnage reste un beau moment d'évasion. Hein. Mais il y a quelques défauts qui, m'avaient échappé quand j'avais 10 ans, et qui sont aujourd'hui quand même un peu plus visibles. Hein. En tout cas, pour le jeune âge, c'est un film qui fonctionnera parfaitement. Moi, je me souviens, il avait vraiment hyper bien marché sur moi. Mais voilà, avec ses quelques défauts, je trouve qu'on a un beau film, mais on a aussi un film qui tient peut-être pas toutes ses promesses. C'est le film de cette vidéo où le revisionnage a été le plus difficile pour lui, en tout cas. Bon, allez, les gars, dernier film, hop, je me fais plaisir. Je vais pas faire de grosses introductions pour celui-là, parce que c'est sans doute le plus connu de cette sélection aussi, mais ça a été un de mes premiers gros frissons au cinéma, les amis. Je vais vous parler du Règne du Feu. Qui veut voir Christian Bale, Gerard Butler et Matthew McConaughey contre des putains de dragons badass ? Tout le monde. Ça tombe bien, c'est ça, le Règne du Feu. Un savant mélange de Jurassic Park, Alien, Godzilla, Mad Max, enfin un peu de tout en fait, qui met en place un monde post-apocalyptique où les dragons règnent sur la Terre et où ce qu'il reste des humains s'organisent pour survivre. Ça, c'est le postulat de base, jusqu'à ce que Matthew McConaughey débarque dans un look improbable en surjouant comme un fou dans le rôle d'un bon gros texan bourrin qui veut buter les dragons un par un. Bon, qu'est-ce que vous demandez de plus en fait ? On n'est pas loin d'avoir le pitch parfait. Et vous savez quoi ? Les gars, le Règne du Feu, c'est un film qui est vachement ambitieux et qui se donne les moyens de son ambition. Hein. Visuellement, déjà, je trouve qu'il y a une sacrée photographie, il y a une mise en scène qui est vraiment pas mal, hein. Il y a pas mal de scènes mémorables, et il y a beaucoup de partis pris esthétiques qui sont cohérents et qui font plaisir, notamment celui de filmer les dragons frontalement. Il y a de la suggestion, mais il y aura vraiment beaucoup de scènes qui impliquent les dragons, et qu'on va voir vraiment filmer plein cadre, quoi. Et les dragons, les amis, ils sont ultra stylés, ils sont puissants, ils sont terrifiants, c'est une vraie menace, et la direction artistique fonctionne parfaitement sur eux. Franchement, des créatures hyper réussies, une ambiance post-apocalyptique qui marche du tonnerre. C'est quoi le problème ? Le problème, les gars, c'est l'écriture des personnages, quoi. Only one thing worse than a dragon. Americans. L'écriture des persos est catastrophique. En fait, c'est tous des caricatures sur pattes. C'est pas du tout à la hauteur du visuel qui est franchement impressionnant. Et du coup, ça cantonne un peu le Règne du Feu à une série B de luxe, mais vraiment de luxe, hein, par contre. On a des créatures très présentes à l'image, on a de l'action à gogo, on a une sacrée atmosphère, hein, je répète, mais la fin du monde, elle est palpable. La menace, elle est terrifiante. Le travail visuel et sonore, c'est vraiment du bon boulot. Et le film, vraiment, il a des très grandes qualités, le Règne du Feu. Et il est très réussi tant qu'il se prend au premier degré. Je comprends pas pourquoi
il switch et il sacrifie finalement son excellent premier tiers pour d'un coup nous livrer des personnages dignes d'un mauvais Roland Emmerich, quoi. Alors que vraiment, je le répète, mais si le film avait assumé son ambition et avait assumé de garder un premier degré aussi puissant qu'au début, ça aurait été fou, quoi. En l'état, c'est dommage, on est passé pas loin d'un grand film, mais on a quand même une super série B avec des grandes qualités. Ça a été un plaisir de revisionner ce film. Je suis content, vraiment content de pouvoir le mentionner ici. C'est mon petit plaisir coupable, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? What do we do when we wake? Keep both eyes on the sky. What do we do when we sleep? Keep one eye on the sky. What do we do when we see him? Bon, ça a été des choix difficiles, hein, les amis, vraiment, ça a été difficile de faire des choix. Vite fait, j'aurais pu parler de L'Homme sans passé, Ginger Snap, Eragon, vous vous souvenez d'Eragon? Arthur et les Minimoys, les gars. Agora, qui est un super péplum, Sinbad et la légende des 7 mers, enfin voilà, il y avait énormément de choix, mais comme d'habitude, j'ai beaucoup de matière, et c'est un format sur lequel je peux complètement revenir sur une décennie, ne serait-ce que les années 80-90, j'ai encore énormément de films pour vous, en fait. Donc voilà, j'espère que ce format vous aura plu, j'ai l'impression que vous aimez beaucoup ce format, et ça me régale, je me régale à le faire aussi. Si vous voulez soutenir la chaîne, ne serait-ce que par un petit don, peu importe le montant, ou même un petit partage si vous n'avez pas les moyens, on a un petit Tipeee, c'est ce qui permet de sortir des vidéos aussi régulièrement. Et si t'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire, on a 1 à 2 vidéos par semaine et on se régale ici. Rejoins la famille, n'hésite pas. Nous, on se retrouve très bientôt, d'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Ciao à tous, bisous!